Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez l'actualité financière ou ma chaîne YouTube, vous êtes au courant que la Banque du Canada a commencé à relever ses taux d'intérêt de façon agressive depuis quelques mois. Qui dit hausse de taux d'intérêt dit turbulence dans le marché de l'immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet du resserrement de la politique monétaire sur le marché immobilier canadien. Est-ce que la BOC va faire éclater la bulle immobilière canadienne? Va-t-on avoir droit à un scénario catastrophe à l'américaine comme en 2008? Nous allons explorer tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour 4,99 par mois. Ça vous permet de soutenir mon travail. Vos commentaires sont mis en évidence et vous pouvez participer et réécouter les lives qui se tiennent minimalement 2 fois par mois. C'est une bonne manière d'échanger et d'analyser ensemble des sujets que je n'aborde pas nécessairement dans les vidéos publiées sur ma chaîne. D'ailleurs, le prochain direct est ce jeudi. L'inflation étant à un niveau record en près de 40 ans au pays, la Banque du Canada se devait de réagir en resserrant sa politique monétaire. En haussant son taux directeur, la BOC vient par le fait même affecter les taux d'intérêt hypothécaires à la hausse. À l'inverse, lorsque la Banque du Canada abaisse son taux directeur, les taux hypothécaires baissent aussi. Les taux hypothécaires, qu'ils montent ou qu'ils baissent, viennent influencer le prix de l'immobilier. Des taux hypothécaires élevés rendent l'emprunt plus coûteux, réduit la demande en diminuant le bassin d'acheteurs potentiels et fait baisser les prix de l'immobilier. Lorsque les taux sont bas, l'emprunt est moins cher, le bassin d'acheteurs potentiels augmente, tout comme la demande, ce qui fait monter les prix immobiliers. La politique monétaire de la Banque du Canada joue donc un rôle important dans le niveau des prix de l'immobilier canadien. Depuis le début des années 2000, la politique monétaire plutôt accommodante de la Banque du Canada a largement participé à l'augmentation des prix immobiliers au pays. La corrélation entre les deux ne ment pas. Par exemple, après la crise financière aux États-Unis, le taux directeur de la BOC a été maintenu au plancher pendant plusieurs années, ce qui a favorisé un accroissement important des prix de l'immobilier. Même chose depuis 2020. En parallèle, les gouvernements provinciaux et les municipalités ont aussi un impact significatif sur les prix de l'immobilier lorsque ceux-ci réglementent à outrance la construction immobilière à travers des restrictions de zonage, des règlements d'urbanisme contraignants, des processus administratifs interminables ou des consultations citoyennes lourdes donnant la possibilité à une minorité de citoyens de bloquer d'importants projets de développement immobilier. Malheureusement, l'offre de logement ne suffit pas à la demande toujours plus grande d'une population canadienne en croissance continue. Les administrations provinciales et locales sont en partie responsables du déficit de 3,5 millions de logements que la SCHL prévoit d'ici 2030. Présentement, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec affirme qu'il manque pas moins de 100 000 unités d'habitation juste au Québec. En raison de la politique monétaire de la BOC et des restrictions sur l'augmentation de l'offre de logements orchestrée par les diverses administrations publiques, le Canada peut être fier d'avoir l'une des plus importantes bulles immobilières au monde. En fait, selon UBS, Toronto prend la 2e position mondiale dans le classement des plus importantes bulles immobilières. Vancouver suit de près à la 6e place. Les prix sont tout simplement déconnectés des revenus gagnés par les Canadiens. Par exemple, dans le Grand Toronto, le prix moyen d'une maison est de 1,3 million. Le salaire que doit avoir un ménage pour se payer une maison est de 228 000 par année. Pour le ménage médian de Toronto qui gagne beaucoup moins que 228 000 par année, il devrait économiser pendant 363 mois ou 30 ans pour accumuler la mise de fonds nécessaire à l'achat d'une maison, selon la Banque nationale. Même si un ménage torontois au revenu médian réussissait à amasser la mise de fonds nécessaire à l'achat du domicile, les paiements hypothécaires représenteraient 81,5 % de leur revenu annuel. Autrement dit, il n'y a pas grand monde qui est capable de s'acheter une maison à Toronto et même un condo, c'est 721 000 en moyenne. Maintenant, la question que plusieurs se posent, c'est à savoir si cette bulle immobilière va finir par exploser avec la Banque du Canada qui hausse son taux directeur pour combattre l'inflation. L'effet du resserrement de la politique monétaire se fait clairement sentir. Présentement, les grandes institutions financières canadiennes offrent des taux hypothécaires autour de 5 à 5,5 % pour un terme de 5 ans fixe. Au creux de la pandémie, les taux sont descendus aussi bas que 1,4 % pour le même type de terme fixe 5 ans.
Du côté des taux variables, ceux-ci sont maintenant de 4,5 % alors qu'au creux de la pandémie, il était possible d'obtenir une hypothèque 5 ans à un taux variable de 0,8 %. Pas besoin de vous dire que cette hausse de taux agit comme un frein sur la demande immobilière. Les ventes immobilières sont en baisse de 24 % par rapport à l'an dernier au Canada. À Toronto, les ventes ont chuté de 41 % par rapport à l'an dernier. L'inventaire sur le marché est aussi en hausse, ce qui transparaît dans le ratio vente-nouvelle inscription qui est à son plus bas depuis janvier 2015. Ça démontre le ralentissement important du marché immobilier canadien et explique pourquoi le prix des maisons a connu sa plus importante baisse mensuelle en 17 ans au pays avec 1,9 % de mai à juin. Le prix moyen national a baissé de 20 % depuis son record de février dernier pour s'établir à 665 850 $. Avec le taux directeur qui devrait monter de nouveau à l'automne, les prix devraient continuer de baisser. Juste pour vous démontrer l'ampleur du ralentissement, je parlais avec un agent immobilier de Toronto et quand je lui ai demandé comment était l'état du marché, il m'a raconté qu'une maison qui s'était vendue pour 2,5 millions en février dernier s'est revendue pour 1,9 million il y a quelques jours, une perte de 600 000 $ en 4 mois. Le premier acheteur n'a pas passé au crédit et lorsque la maison a été remise sur le marché, son prix a dû être abaissé de 600 000 $ pour trouver un deuxième acheteur. Ça vous donne une idée de la brutalité du ralentissement dans le plus grand marché immobilier au pays. Mais que ce soit à Toronto, Ottawa, Montréal, Québec ou Vancouver, les prix ralentissent et il y a beaucoup plus d'inventaire sur le marché. Allez faire un tour sur Centris pour le réaliser vous-même. Jusqu'où ira cette baisse par contre? Les prix vont-ils chuter de 30, 40 ou 50 %? C'est la question que tout le monde se pose, mais dont personne n'a la réponse. Est-il possible que le Canada, avec des marchés en surchauffe comme Toronto et Vancouver, puisse connaître un scénario catastrophe à l'américaine où les prix immobiliers se sont effondrés à l'échelle nationale entre 2007 et 2011? Après tout, les paiements hypothécaires de plusieurs propriétaires canadiens augmentent à une vitesse folle pour ceux qui ont une hypothèque à taux variable. Par exemple, une propriété de 450 000 $ dont la mise de fonds est de 20 %, l'amortissement des paiements de 25 ans et le taux d'intérêt variable est de 0,8 % obtenu en 2020, donne des paiements hypothécaires de 1 324 $ par mois. Aujourd'hui, la même maison avec un taux variable de 3,5 % commande des paiements de 1 797 $ par mois, une augmentation de 36 %. Plusieurs propriétaires ayant choisi un taux variable sous 1 % en 2020 ou 2021 se pensaient brillants. Toutefois, ils doivent maintenant regretter de ne pas avoir pris un taux fixe 5 ans pour s'isoler de futures hausses de taux d'intérêt. Pas surprenant qu'un propriétaire sur 4 pense à vendre sa maison si les taux d'intérêt continuent d'augmenter et qu'un propriétaire sur 5 ne peut déjà plus payer pour la maison qu'il possède au Canada. Même que 25 % des propriétaires affirment avoir trop payé pour leur maison. Le hic, c'est qu'avec le taux hypothécaire 5 ans variable en moyenne 118 points de base en dessous du taux fixe 5 ans, celui-ci reste attrayant pour une majorité de nouveaux acheteurs. En 2022, près de 55 % des nouveaux prêts hypothécaires se sont faits à un taux variable, ce qui augmente le bassin de propriétaires à risque de voir leur paiement augmenter. À titre comparatif, en 2019, c'était seulement 5 % des nouveaux acheteurs qui sélectionnaient le taux variable et en 2020, 25 %. Est-ce qu'on pourrait en arriver à un point où les Canadiens ne peuvent tout simplement plus servir le coût de leur dette hypothécaire toujours croissante? C'est fort probable que plusieurs Canadiens à Toronto, Vancouver, Montréal et ailleurs vont réaliser qu'ils ont trop payé pour leur maison. Leur dette hypothécaire pourrait même se retrouver plus élevée que le prix de leur maison sur le marché. D'autres réaliseront qu'ils ne peuvent pas se permettre les paiements hypothécaires gonflés par l'augmentation du taux directeur de la Banque du Canada. Cependant, je ne crois pas en un effondrement du marché à l'américaine du fait que la réglementation du marché au Canada diffère grandement de celle des États-Unis. Les Canadiens, contrairement aux Américains lors de la crise des subprime loans, sont soumis à un test de résistance lorsqu'ils empruntent pour l'achat d'une propriété. En fait, ce test de résistance a justement été introduit en 2016 pour que le Canada puisse se prémunir de l'explosion de sa bulle immobilière. Le test, dont les règles ont évolué depuis l'introduction en 2016, demande à ce que les emprunteurs se qualifient à la valeur la plus élevée entre un taux hypothécaire de 5,25 % ou leur taux contractuel plus 2 %. L'objectif est de s'assurer qu'ils puissent soutenir une hausse des taux d'intérêt comme on le voit actuellement sans faire banqueroute et faire plonger le marché de l'immobilier canadien.
Par contre, ce n'est pas parfait. Ce test limite peut-être l'endettement hypothécaire, mais rien n'empêche l'emprunteur qui passe le test d'accumuler d'autres types de dettes après avoir signé son hypothèque et de se retrouver par la suite dans l'impossibilité de soutenir l'augmentation de ses paiements hypothécaires. Les ménages canadiens étant parmi les plus endettés au monde en fonction de leurs revenus, les hausses de taux d'intérêt auront sans aucun doute des conséquences. Toutefois, je ne crois pas que le scénario catastrophe à l'américaine soit ce qui nous attend. En plus, la dette hypothécaire est souvent la dernière sur laquelle les gens veulent déclarer banqueroute. Ils vont faire banqueroute sur leur facture d'électricité, leur facture de cellulaire ou de voiture, leur prêt de voiture avant de laisser les clés de leur maison à la banque. Oui, certains ménages vont se retrouver sous l'eau. Oui, le ralentissement du marché de l'immobilier participera à plomber l'économie canadienne qui en est substantiellement dépendante. Oui, les prix de l'immobilier vont baisser. D'ailleurs, suivez les tendances dans votre marché local parce qu'honnêtement, ça pourrait être une belle opportunité d'achat qui est en train de se pointer à l'horizon. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires ce que vous pensez du marché de l'immobilier au Canada. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.